Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous attendons quelques instants que tout le monde rentre dans la salle. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de l'expert comptable patrimonial. Un sujet, c'est l'organisation du cabinet, de votre cabinet que nous allons aborder aujourd'hui. Comme d'habitude, pour chaque webinaire, vous avez Q et R pour poser vos questions. Nous essaierons d'y répondre donc sur la fin. Et j'ai un invité qui se présentera tout à l'heure, Jean-Rodolphe Schutz, qui viendra donc témoigner un petit peu de sa réussite sur son organisation de cette mise en place du quatrième pôle du cabinet, du pôle conseil patrimonial. Je me présente, je suis Frédéric Espira, je suis expert comptable patrimonial. Ça fait 25 ans que je fais du conseil patrimonial et je suis revenu dans la profession qu'il y a 15 ans environ. Et depuis, j'ai les deux activités. Je suis également associé fondateur de Force Patrimoine, qui est un organisme de formation qui donc forme les experts comptables, leurs collaborateurs sur les domaines et sujets du conseil patrimonial. Ce webinaire, aujourd'hui, c'est tourné autour de la structure du conseil patrimonial. On me questionne souvent pour comment je m'organise, comment je dois m'y prendre. J'ai suivi une formation à droite, à gauche, chez Force Patrimoine peut-être également, mais j'ai un diplôme, mais par contre, je ne sais pas forcément comment me structurer mon organisation, structurer et dialoguer avec mes collaborateurs. Et puis, le métier de conseil en gestion de patrimoine, c'est un métier à part entière également que je souhaite intégrer dans le cabinet, intégrer peut-être avec des partenaires, peut-être dans une structure dédiée. On va voir tout ça ce matin. Mais également, il y a une réglementation sur ces métiers du conseil en gestion de patrimoine, puisque le métier de conseil en gestion de patrimoine n'est pas un métier réglementé. Il est la juxtaposition de plusieurs métiers réglementés. Donc, ce n'est pas une profession réglementée, contrairement à l'expertise comptable. Donc, nous reverrons également cette approche réglementaire. Et puis, comment structurer? Est-ce qu'il faut que j'embauche? Est-ce que je dois avoir des outils? Est-ce que je dois travailler avec des partenaires? Quel est ce milieu de cette activité de conseil en gestion de patrimoine? Et puis, donc, nous échangerons tout à l'heure avec Jean-Rodolphe sur son organisation et comment il est arrivé à structurer son offre de service. Pourquoi créer une structure de conseil en gestion de patrimoine? Eh bien, aujourd'hui, en tant qu'expert comptable, une de nos missions, c'est d'accompagner le client dans la protection des flux. Nos clients ont créé initialement leur société pour d'abord, ce qu'on dit, remplir le frigo pour avoir leur rémunération. Et donc, notre rôle, un de nos rôles en termes d'expert comptable, notre rôle de conseil, c'est effectivement la protection des flux. Et la protection des flux par du conseil en prévoyance, certes, parce qu'il y a peut-être besoin d'une assurance prévoyance pour, en cas d'aléa, avoir une rémunération ou un maintien de rémunération ou des flux financiers euh, qui viennent de l'entreprise ou de l'assurance, mais également avoir la pérennité de l'entreprise. Donc ça fait partie aussi des conseils, c'est de mettre en place un mandat de protection future. C'est une assurance que j'appelle une assurance prévoyance, mais juridique sur cette donnée. Donc, oui, on sait que 100% de nos clients ont un besoin patrimonial. Protection, déjà, c'est notre socle.
protéger les flux. Donc, 100% de nos clients en ont besoin. Ils sont peut-être déjà équipés. À nous peut-être d'optimiser, de vérifier qu'ils sont équipés correctement. Donc, notre rôle, c'est d'optimiser, sécuriser, structurer le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Bien évidemment, l'entreprise, la société, fait partie intégrante du patrimoine privé. Donc, on doit maîtriser également cette approche du patrimoine privé et donc comment est détenue l'entreprise, l'origine des fonds. Est-ce que c'est ma belle-mère qui m'a donné des fonds pour créer mon entreprise? Eh ben, quid de cette relation lorsque je divorce ou lorsqu'il y a un décès. Donc du coup, il faut que je sécurise toujours mon entreprise, donc il faut que je sécurise la connaissance que j'ai de mon client pour l'accompagner au mieux dans ses stratégies du quotidien, dans les rédactions juridiques, peut-être des donations, dans le civil, le fiscal, le social, qui sont nos matières premières dont on a l'habitude également, et puis les projections à long terme. Donc, c'est le conseil patrimonial, c'est avant tout conseiller et proposer des solutions adaptées. Alors, c'est pas, contrairement à ce qu'on me dit parfois, c'est ah oui, mais je ne veux pas devenir vendeur de produits. Non, pas du tout. Euh, on apporte des solutions, des coquilles juridiques, fiscales, sociales et parfois financières. Donc, c'est ça, en fait, l'approche du conseil patrimonial. Donc, et pour ça, eh bien, il va falloir que je me structure, il va falloir que je me forme, si ce n'est pas fait, et que je vois comment intégrer ces missions de stratégie qui sont totalement transversales à nos métiers du quotidien. Structurer l'offre patrimoniale, de toute façon, il va falloir que j'y aille parce que les clients sont en attente. 73% des clients, en fait, 100% de nos clients ont un besoin patrimonial. L'âge moyen d'un dirigeant d'entreprise en 2024, hein, sur l'INSEE, vous pourrez retrouver, c'est 48 ans. 32% des chefs d'entreprise aujourd'hui ont plus de 55 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins sur un tiers de ma clientèle, j'ai des clients qui vont passer la main, soit vendre, soit transmettre à leurs enfants, soit transmettre intrafamilial, soit effectivement peut-être fermer l'entreprise parce qu'il n'y a pas de possibilité de cession d'un fonds de commerce ou d'une patientèle. Donc il faut que je les accompagne. Il faut que je les accompagne pour l'après, en fait. Il faut aujourd'hui, peut-être encapsuler, il faut que l'on se structure la retraite, les missions retraite, c'est pas que un périn, c'est également comment me structurer lorsque je vais partir à la retraite et comment je vais avoir des flux financiers à ce moment-là qui me permettent d'avoir un train de vie suffisant au moins les premières années parce que je suis en super forme. Et puis après 75 ans, on sait que on est un petit peu moins en forme. Et donc du coup, peut-être qu'il peut y avoir des aléas, maison de retraite, etc. Donc il faut qu'aujourd'hui, j'accompagne mes clients pour demain également. Et puis, bien évidemment, hein, la facture électronique, on est au pied du mur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore devancer, ça va commencer à être chaud. Mais effectivement, il faut que j'installe l'automatisation massive des missions de tenue au sein de mes cabinets. Et puis, ça passera également par des agents IA de plus en plus, des mini-agents, des structures beaucoup plus lourdes, mais ça passera effectivement pour donc organiser cette structure. Donc, et puis valoriser le cabinet. Pourquoi aller sur cette structure? Pourquoi organiser? Eh bien parce qu'aujourd'hui, le BE moyen d'un cabinet d'expertise comptable, c'est 15%, c'est 15 points. Le BE moyen d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine classique, non associé à un cabinet d'expertise comptable, c'est 45. Donc déjà, sur la marge de fonctionnement, c'est 3 fois plus.
Et puis, sur la valorisation du portefeuille, on a une valorisation sur les honoraires et on a une valorisation sur les produits. Donc, on avait pris un exemple. On va revenir sur, après on rentrera dans le détail, mais je voulais d'abord parler un peu de chiffres. J'ai pris un exemple de 100 clients et avec un objectif de se dire que c'est 20% de mon temps, c'est 20% de du chiffre d'affaires du cabinet d'expertise comptable que je peux générer en conseil patrimonial. Eh bien, je vais avoir plusieurs missions. Là, je vous ai pris 4-5 missions standards. Et vous voyez que ça peut chiffrer relativement vite. Des missions juridiques, mandat de protection future. J'ai que 15% de mes clients qui prennent un mandat, c'est à peu près 1200, 1700 euros. Donc, j'ai fait une moyenne à 1500 euros par mandat. Donc, ça vous fait un chiffre d'affaires, sans parler de chiffre d'affaires récurrent à mettre en place. La prévoyance, bilan de prévoyance, il ne peut pas de toute façon y avoir d'intermédiation sans bilan, sans connaissance du client, donc pas d'intermédiation sans conseil. Donc j'ai déjà des bilans de prévoyance à mettre en place, savoir si tout est OK, si la clause bénéficiaire du contrat enfin, de la partie d'essai d'un contrat de prévoyance collectif cadre, par exemple, a bien été traitée. Donc tout ça, on peut aller, même si j'ai que 30% de mes clients qui travaillent avec moi, on a un chiffre d'affaires qui est à peu près de 26 000 euros. Retraite, bilan retraite, on a dit que 32% de mes clients ont plus de 55 ans. Ça veut dire que potentiellement, j'ai 50% de mes clients qui peuvent être intéressés par un bilan retraite. Bilan retraite, plus peut-être une souscription à une solution Perrin, peut-être une solution épargne salariale pour de l'argent futur. Et donc, du coup, cette approche-là, eh bien, on avait pris 15 clients, ça faisait 28 000 euros. Et puis, les placements financiers. Placement de trésorerie, souvent, on me questionne, quelle solution? Parce qu'aujourd'hui, j'ai le compte à terme. Les comptes à terme, là, ils vont baisser, hein. Ils sont autour, ceux qui se renouvellent sont entre 1,7 et 2%. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions de placement de trésorerie possibles en contrat de capitalisation? Peut-être assurance vie à titre personnel, peut-être des remplois de prix de cession dans des FCPR. Donc tout ça, 20 clients, 100 000 euros, c'est à peu près la collecte moyenne d'un CGP, c'est 2 millions à 3 millions d'euros par an. Et donc là, ça nous fait un chiffre d'affaires à peu près de 70 000 euros. Et puis le bilan patrimonial complet, c'est entre 2 et 10 000 euros. Même si je n'en fais que 5% de mes clients, vous voyez que ça nous fait un chiffre d'affaires raisonnable. Et donc du coup, on est sur un chiffre d'affaires pour un jour par semaine, à peu près, à 140 175 000 euros. Donc ça, il faut bien être conscient que c'est 20% de mon temps. Est-ce que je vais le faire seul ou est-ce que je vais le faire de façon accompagnée? Et donc maintenant, la question, on a parlé un peu de chiffre d'affaires. Je peux aller chercher du chiffre d'affaires sur une centaine de clients. Je vous laisse faire des multiples. Maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire dans le cabinet d'expertise comptable et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire dans le cabinet d'expertise comptable? Dans le cabinet d'expertise comptable, il y a une réglementation qui est notre ordonnance de 45. L'article 2 de l'ordonnance de 45 permet aux experts comptables de faire des missions d'accompagnement déclaratives pour les particuliers. Bien sûr pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Donc de ce côté-là, ben oui, je peux aller chercher du conseil patrimonial. Est-ce que je peux faire le conseil patrimonial? Comme je vous disais, c'est du conseil en droit, souvent, puisque il faut tenir compte du civil, il faut tenir compte du fiscal, il faut tenir compte du social. Donc, il y a du conseil en droit, il y a du conseil en chiffres. Hein, bien sûr, on va faire les plus et les moins du patrimoine. Est-ce que je peux le faire dans le cabinet d'expertise comptable? Oui, l'ordonnance de 45 vous le permet. Tant que j'ai une mission, tant que c'est une accessoire au cabinet, le conseil en droit, mais le conseil en droit est accessoire à une mission donc légale, ma mission légale, article 2, c'est la mission du particulier. Les missions accessoires, donc, c'est également pour les entreprises.
C'est la tenue donc de la comptabilité, bien sûr, mais les analyses économiques, les analyses, toutes sortes d'analyses. Et donc, du coup, chiffrées ou pas chiffrées. Et donc là, le conseil patrimonial est également possible pour l'entreprise. C'est plus une analyse de la détention de l'entreprise à ce niveau-là. Et puis, vient se rajouter, on va rentrer dans le détail, de la norme commercialité, comme on dit, des activités commerciales du 12 mars 2021. Eh bien, cette norme-là me permet d'avoir un certain nombre d'activités qui se rapprochent d'activités de conseil en gestion de patrimoine au sein du cabinet. Attention, je ne peux pas être agent d'affaires. Je peux avoir une activité de conseil en investissement financier, une activité de conseil, de suivi des allocations d'actifs, de la proposition d'allocation d'actifs à mon client. Par exemple, j'ai un client qui a de la trésorerie d'entreprise, il souhaite que je le conseille sur une solution de placement de trésorerie d'entreprise, eh bien, je peux le faire en tant qu'expert comptable. Je peux le faire parce que j'ai un statut CIF et ce statut CIF me permet de conseiller un produit en particulier sans avoir à respecter la même réglementation que si j'étais conseiller en investissement financier, CIF, dans une structure de conseil en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que je n'ai pas à adhérer à l'ORIAS, je n'ai pas à m'inscrire donc à une association agréée AMF, on va y revenir. Donc, je peux faire ce conseil. Mais attention, attention, l'article 24 de l'ordonnance de 45, l'article 162 du Code de déontologie et suivant m'interdisent d'être rémunéré par un tiers. Seul mon client peut me rémunérer. C'est-à-dire que ce sont des missions de conseil, c'est-à-dire la mission de conseil d'allocation d'actifs sera facturée au client. Et je verse, même si je nomme un FCPR, par exemple, ou que je nomme un fonds dédié pour le placement de trésorerie, je ne pourrai pas percevoir de commission de la part de la société de gestion ou d'un partenaire. Donc attention de ce côté-là, c'est je peux le faire, mais attention à la rémunération. En assurance, au niveau de l'assurance, j'ai qu'une catégorie dans laquelle je peux être, au regard de la norme des activités commerciales, je ne peux pas être agent d'affaires, donc je ne peux pas être agent d'assurance. Je ne peux pas être, bien évidemment, salarié d'une compagnie d'assurance, et je ne peux pas être courtier d'assurance non plus au sein du cabinet d'expertise comptable, parce que c'est une activité d'intermédiaire, c'est une activité d'agent. Par contre, je peux être, au sein du cabinet d'expertise comptable, je peux être mandataire d'un courtier en assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cabinet d'expertise comptable, si je le souhaite, je peux préconiser un contrat d'assurance prévoyance, contrat d'assurance aux retraites, par exemple, de l'épargne salariale. Donc tout ça, je peux le préconiser. Et au regard du Code des assurances, je facilite la souscription. Dans ce cas-là, il me faudra que j'ai un contrat de mandataire avec un courtier en assurance, c'est la seule catégorie. Par contre, toujours pareil, je ne peux pas être rémunéré par ce courtier. Je ne peux pas faire d'apport d'affaires. Ça serait une activité d'agent. Donc, je suis rémunéré exclusivement par mon client, si je veux le faire dans le cabinet d'expertise comptable. Troisième métier que l'on retrouve chez CGP, c'est lié au BSP, c'est l'intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Eh bien, on a une position depuis 2012 du directeur du Trésor qui nous autorise, en tant qu'expert comptable, à accompagner nos clients pour le haut de bilan, donc pour aller à la banque, pour préparer le dossier avec le client, pour
donc avoir un emprunt, BPI, banque, etc. Donc ce côté-là, pour l'entreprise, je le peux sans aucun problème. Pour le particulier, ça sera plus compliqué. Et puis la quatrième catégorie de métiers que l'on retrouve dans la profession de conseil en gestion de patrimoine, c'est euh, donc la carte immobilière. La carte immobilière, là par contre, je ne peux pas le faire au sein du cabinet d'expertise comptable parce que ça, c'est une activité d'agent d'affaires. Donc ça, pas possible. La transaction, la carte immobilière me permettrait d'avoir de la transaction. Ça, c'est pas possible. Donc l'intermédiation immobilière, l'intermédiation de fonds de commerce, attention, dans le cabinet, je vais être bloqué. Et donc, vous allez me dire, si je travaille avec un partenaire, parce que certes, je peux faire des choses dans le cabinet d'expertise comptable qui se rapprochent du métier de conseil en gestion de patrimoine sans avoir à m'inscrire à l'ORCAS, parce que le cabinet d'expertise comptable n'a pas à s'inscrire à l'ORCAS, sans avoir à adhérer à une association agréée AMF ou ACPR. Euh, Est-ce que c'est limitant? Bah oui, c'est limitant sur sa rémunération, puisque le mode de rémunération habituel des métiers de conseil en gestion de patrimoine, ce sont des rémunérations par un tiers, ce sont des rémunérations par les sociétés de gestion, ce sont des rémunérations par les assureurs. Donc ça va être limitant. Et j'ai l'article 164 du Code de déontologie qui me dit, ben oui, mais je peux travailler avec un partenaire. Oui, attention au dossier de sous-traitance. Si je travaille en sous-traitance, c'est le partenaire qui est sous-traitant de moi, expert comptable. Et donc, du coup, je peux lui acheter une sous-traitance que je refacturerai à mon client, mais attention, est-ce que je suis en capacité de signer cette sous-traitance éventuellement? Est-ce que je suis capable de co-signer? Et on n'oublie pas qu'en tant qu'expert comptable, je dois également, s'il y a partage de valeur, il doit y avoir partage de travail. Donc, classer 3 documents dans une pochette, bah, c'est pas considéré comme du travail. Donc, attention à la rémunération par rapport à un tiers, c'est très, très limité. Donc, je vais un petit peu être bloqué. Alors, en complément, je prendrai la première question que vous avez par la suite. Je réponds pour ce qui concerne, puisque vous avez entendu que je parle d'expertise comptable et je ne parle pas très peu de commissariat aux comptes. Si je fais l'émission dont je viens de parler dans le cabinet d'expertise comptable, tout en respectant la réglementation de l'expertise comptable dans des cabinets à activité mixte, expertise comptable, commissariat au compte, j'ai pas de souci en tant que commissaire au compte. Là, je ne vais pas avoir de souci parce que je respecte bien les règles de l'expertise comptable. Par contre, bien évidemment, je ne vais pas traiter les clients que j'ai en audit légal. Là, ça va être bloquant au niveau du H2A. Donc, ça, c'est pas une contrainte. Par contre, dès que je vais vouloir sortir mon activité de conseil en gestion de patrimoine du cabinet d'expertise comptable, on y revient juste après, mais ça va être un petit peu limitant. Donc, la transition, c'est ça, c'est est-ce que je dois créer une structure de conseil en gestion de patrimoine? Je peux faire beaucoup de choses dans le cabinet d'expertise comptable, je peux vraiment accompagner mes clients sur des missions patrimoniales, faire un bilan patrimonial, faire un bilan prévoyance, faire un bilan retraite, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, on ne laisse pas un aveugle au milieu de l'autoroute. Donc, du coup, votre client, il n'a pas votre connaissance. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre client, bah, je vous fais un bilan de prévoyance, et puis à vous, bah, débrouillez-vous d'aller sur le marché et de trouver une solution qui corresponde à mes préconisations. Non, il faut que vous accompagniez votre client, il faut le prendre par la main parce que ce n'est pas un professionnel du conseil, ce n'est pas un professionnel potentiellement de l'assurance, du placement financier. Donc, du coup, il faut que je l'accompagne. Donc, le faire dans le cabinet d'expertise comptable, je peux avoir un risque de mélange de genres.
de casquette. Le client peut aussi se dire, bah, attends, tu as un abonnement, j'ai un abonnement avec toi sur la compta, est-ce que tu ne m'accompagnes pas aussi sur le patrimonial? Donc, attention sur cette approche-là. Tout ça, on en a un petit peu parlé. Donc, si je souhaite dédier mon activité de conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une structure ad hoc, une structure de conseil en gestion de patrimoine, filiale, sœur, peu importe, euh, je retrouve toujours ces quatre métiers, le CIF, l'IAS, l'IOBSP et la carte immobilière. Par contre, dans le cabinet d'expertise comptable, j'avais le droit de faire du droit. Dès que je quitte le cabinet d'expertise comptable, eh bien, il faudra que j'aille chercher la compétence juridique appropriée. Si je veux faire des consultations en droit accessoires aux missions de conseil, aux missions des quatre métiers précédents. Donc, cette CJA s'obtient par diplôme donc plutôt, voilà, si vous faites beaucoup de conseils en gestion de patrimoine depuis des années, n'hésitez pas à aller chercher la VAE du Master 2 de gestion de patrimoine, ce qui vous délivrera la CJA. Et bien évidemment, si j'ai une structure indépendante de conseil en gestion de patrimoine, il faudra que je respecte tout tout le process, c'est-à-dire, on va le voir juste après, mais je dois m'inscrire à l'ORIAS, je dois avoir une RC Pro dédiée. Par contre, ici, si je suis bien dans une structure conseil en gestion de patrimoine, eh bien, je vais pouvoir travailler avec des partenaires. Bien sûr, il faudra respecter RGPD entre votre cabinet d'expertise comptable et votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Il faudra bien que vos clients, par vos missions, vous autorisent à transmettre des données avec des partenaires. Mais là, j'ai une société commerciale. Et donc, est-ce que, en tant que diplômé d'expertise comptable, parce que je suis expert comptable dans mon cabinet d'expertise comptable, dès que je quitte mon cabinet d'expertise comptable, je suis un simple diplômé d'expertise comptable. Et donc, est-ce que, en simple diplômé d'expertise comptable, je peux être dirigeant, gérant ou président d'une structure de conseil en gestion de patrimoine? La réponse est oui. La réponse est oui, sans aucun souci. Bien évidemment, il y aura des règles d'indépendance à respecter. L'indépendance, c'est un comportement. Bien évidemment, souvent, je le résume de cette façon. Dans le cabinet d'expertise comptable, je ne vais pas dire à mon client, je te fais les payes si tu prends le contrat de prévoyance collective dans ma filiale. Bien évidemment, là, je n'ai plus d'indépendance. Donc, il faudra bien se comporter en indépendant dans les deux structures. Je n'ai pas de problème puisque la norme commercialité me permet d'être, par exemple, mandataire d'assurance de façon directe dans le cabinet d'expertise comptable ou de façon indirecte en tant que président d'une structure ou gérant d'une structure de conseil en gestion de patrimoine. Donc, je n'ai pas de contrainte. Attention, on va venir sur le commissariat aux comptes. Donc, je suis juste expert comptable. Donc là, possible, pas de problème. Il faudra juste que j'aille chercher une réglementation complémentaire dont je n'ai pas besoin dans le cabinet d'expertise comptable. C'est la certification AMF pour l'activité de CIF. Mais bon, ça se passe en ligne. Vous pouvez le préparer en quelques semaines, en quelques révisions. Ça se passe plutôt bien. Donc, la partie réglementaire, je peux être dirigeant, pas de problème. Maintenant, si j'ai une double casquette, c'est-à-dire que si je suis également commissaire aux comptes, attention, dès que je vais quitter le cabinet d'expertise comptable, enfin l'activité mixte, expertise comptable, commissariat aux comptes, je redeviens un diplômé. Et donc là, mon commissaire aux comptes, il ne peut pas avoir d'acte commercial. Donc, être dirigeant d'une structure potentiellement possible s'il n'a qu'une activité, s'il n'a qu'un statut administratif de gérant de la structure, s'il ne s'implique absolument pas dans la gestion euh, des dossiers. Mission de conseil, c'est une activité civile. Donc ça, je pourrais le faire. Mais par contre, l'agent d'affaires, ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, je vous conseille
Alors, bien évidemment, toujours pas sur les dossiers de dite légale que vous pourriez avoir dans le cas de par ailleurs, mais je ne vais pas avoir donc la possibilité d'avoir ces actes commerciaux. Donc, on va structurer le cabinet de CGP comme un cabinet de CGP traditionnel. Le cabinet de CGP traditionnel, la différence, non pas sur sa structure, mais son fonctionnement, c'est qu'aujourd'hui, un CGP passe 2 à 3/5 de son temps en démarchage. Aujourd'hui, j'ai 100% de mes clients, donc je n'ai pas de démarchage à faire. Je suis opérationnel immédiatement, je suis opérationnel de suite. Donc là, on avait parlé un petit peu de ces structures. Donc, différencier l'offre, c'est différencier les structures. Avoir une structure commerciale va permettre d'avoir mes contrats, de structurer mon organisation. Certes, il faudra que j'adhère à une association agréée, à AMF et à CPR. Certes, il faudra que j'adhère à l'ORIAS, que j'ai ma RC Pro, que je passe également mes heures obligatoires. En tant qu'expert comptable, on a l'habitude. Il faudra peut-être cibler les organismes de formation qui vous permettent de valider vos heures. Il y a 7 heures à faire avec les associations agréées AMF pour le statut de CIF, minimum par an. Il y a 15 heures en IAS, dont Force Patrimoine est référencé pour pouvoir vous les valider. Vous avez, souvent on le passe aussi avec des assureurs, vous avez 7 heures à faire en IOBSP, vous avez 14 heures ou 42 heures sur 3 ans à faire en immobilier. Donc tout ça, il faudra peut-être cibler si vous souhaitez. Bien évidemment, les heures faites pour votre cabinet d'expertise de gestion de patrimoine sont validées pour les heures ordinaires. Donc, c'est cette structure à organiser. Les conditions équivalence CJA, pour obtenir la CJA, il faut que vous ayez une licence de droit. Ça, c'est le minimum du diplôme. Et le diplôme d'expertise comptable est un diplôme technique économique. Donc, du coup, ne délivre pas la CJA. Vous retrouverez, on vous a fait un petit support, donc vous retrouverez effectivement les références. Et sinon, vous pourrez retrouver également les références sur le site de l'ORIAS, qui est très documenté également à ce niveau-là. Créer sa structure de conseil en gestion de patrimoine, ça peut être une filiale du cabinet d'expertise comptable. Si votre cabinet d'expertise comptable est inscrit à l'ordre, la filiale, elle, on ne va pas l'inscrire à l'ordre. Par contre, dans votre déclaration annuelle d'indépendance, vous signalerez que vous êtes associé d'une filiale commerciale de conseil en gestion de patrimoine. Les statuts nécessaires, on pourrait vous accompagner par la suite, mais les statuts, c'est statuts réglementés, intermédiaire d'assurance, conseil en investissement financier, conseil en gestion de patrimoine, IOBSP et carte immobilière sont statuts nécessaires. Dissociation totale entre titres et finances, c'est-à-dire que si j'ai une activité de CIF, il faudra impérativement que le président, le gérant, soit une personne physique. Par contre, la finance, ça peut être une holding, ça peut être le cabinet d'expertise comptable, peu importe. Ce n'est pas une contrainte ni pour l'ORIAS, ni une contrainte ordinale. Passer certif AMF, ça va être nécessaire pour le CIF. Et le CIF, c'est tout ce qui est activité financière. Donc oui, il faudra le passer. L'IAS, c'est toutes les activités commerciales, assurantielles. Adhérer à une association agréée, aujourd'hui il en reste 4, compagnie des CGP, Anacofil, CNCEF, CNCGP. Et puis, bien évidemment, tous les process. Le métier sont des métiers. La profession de conseiller en gestion de patrimoine sont différents métiers pour lesquels on va respecter RGPD, on va respecter la LAB. On a un process à dérouler, c'est-à-dire qu'il y a un document d'entrée en relation, il y a une lettre de mission à mettre en place avec son client, une connaissance de son client, et puis un compte rendu à faire. Et puis surtout, des abonnements.
je dois rencontrer mon client fréquemment, au minimum tous les 6 mois et tous les ans. Je dois lui faire un bilan de ce que j'ai présenté, du conseil que j'ai apporté. Est-ce qu'il est toujours pertinent? Est-ce que on doit l'adapter? Pareil pour un mandat de protection future. Est-ce que voilà, il y a eu des aléas? Est-ce que il y a eu une naissance? Est-ce que etc. Donc tenir à jour ces dossiers, c'est mettre en place des abonnements. Et puis bien évidemment ces obligations de formation continue dont on a parlé juste avant. Souvent le client expert comptable a peur d'aller tout seul sur le conseil patrimonial. J'ai fait un DU, j'ai fait un master, j'ai fait un certificat et je me sens mûr pour y aller. Très bien, on y va, on va tester et on fait quelques missions. Parfois, j'ai pas envie d'y aller seul. Et donc, du coup, c'est ce que l'on retrouve souvent, c'est que je vais euh, recruter ou m'associer. Mais ce que je vous conseille fortement, c'est d'être propriétaire de vos contrats. D'être propriétaire de vos contrats parce que apporter un tiers, eh bien, vous allez perdre la maîtrise. Vous allez perdre le rendez-vous annuel. Vous allez perdre cette maîtrise de l'allocation d'actifs. Peut-être que vous aviez défini quelque chose avec un client et puis vous l'avez envoyé dans la nature. Donc, du coup, ça a peut-être pas été, il a peut-être pas raconté la même chose. Et puis, il a peut-être moins confiance. Et donc, du coup, on se retrouve avec des solutions qui sont moins adaptés à ce que vous aviez préconisé. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est de créer votre structure. Créer votre structure pour être propriétaire du contrat et surtout pour suivre le contrat, pour accompagner le client. Mais vous ne savez pas faire, c'est pas grave. Dans le conseil en gestion de patrimoine, le partage de valeur est quelque chose de courant. Il y a une allocation d'actifs que je ne sais pas faire. C'est pas grave, j'appelle quelqu'un qui fait des allocations d'actifs. Il va prendre bien sûr un pourcentage, mais c'est toujours mon contrat. C'est que cette partie-là sera faite par quelqu'un. Donc, et sinon, je recrute. Je recrute quelqu'un qui a un master de gestion de patrimoine. Ça va me décharger de la CGA. Comme cette personne-là, on co-signera les rapports. Une personne qui a la CGA et moi, en tant que dirigeant de la société, si j'ai pas la CGA, c'est pas grave. Le rendu qui sera fait au client, le rendu sera fait correctement parce que quelqu'un a la CGA dans la structure. Et puis, je vais embaucher peut-être quelqu'un qui a un BTS Assurance pour la prévoyance que je mets au sein de ma structure sociale, par exemple, au sein de mon pôle social, pour traiter toutes les collectives que mes collaborateurs aujourd'hui reçoivent les bordereaux. Et bon, des fois, on ne sait pas trop. Et donc là, j'ai une cellule de 7-8 conseillers sociaux. Dans ce cas-là, je prends quelqu'un en BTS Assurance. La personne est vite rentabilisée, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ces missions de conseil et d'intermédiation, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Avoir un métrique aussi en tête, c'est un collaborateur patrimonial pour 20 collaborateurs, 15-20 collaborateurs du cabinet d'expertise comptable. Et puis, plus vous ferez de conseil patrimonial, plus votre offre juridique va évoluer et va se développer également. Donc, ça va amener du chiffre d'affaires complémentaire au cabinet d'expertise comptable. Des outils, bilan patrimonial, j'en ai besoin. Aujourd'hui, effectivement, il y a Big Harvest, c'est 90% de part de marché. Donc, il y a quelques acteurs qui sont encore présents. Des contrats retraite, donc il y a encore Factoriel, NetInvest Pro, enfin voilà, on vous a mis des exemples, on pourrait en trouver d'autres. Des CRM, des pilotages financiers, ça va être nécessaire. Des livrables que l'on doit apporter et donc on doit respecter certes une réglementation, mais de toute façon le client est en attente de ces livrables, en attente de toutes ces détections. Donc identifier le client, rendre la mission et puis avoir cet abonnement avec son client de façon régulière. Des communications internes, externes, comment je bosse avec mes collaborateurs. Si je recrute un conseiller patrimonial, parce qu'on va être franc entre nous, vous avez 100 clients,
dédier une journée par semaine, toutes les semaines, toute la journée au conseil patrimonial, ça va être compliqué. Sachant que là-dessus, il faudra rajouter quelques journées de formation. Donc, souvent, il va être nécessaire d'embaucher. Et cette personne, ben, il faudra la présenter à vos équipes comptables, sociales et juridiques pour avoir du dialogue pour pouvoir répondre aux clients. Puisque celui qui est, ou celle qui a la détection, eh bien, souvent sur la prévoyance collective, bien sûr, c'est le pôle social. Prévoyance individuelle, retraite individuelle, voire placement de trésorerie, ça va être mon pôle comptable. Et puis, ah tiens, j'ai fait une donation ou je souhaiterais faire une donation, je souhaite créer une nouvelle structure, ça va être mon pôle juridique. Et donc, mon activité transverse de conseil en gestion de patrimoine, mon collaborateur, il doit dialoguer avec toutes les parties prenantes. Souvent, on me pose la question, comment je rémunère mon collaborateur comptable, social ou juridique? Alors, délicat, parce qu'on se rend compte que dans le conseil patrimonial, il y a une forte valeur, euh, notamment sur les commissions à l'entrée et des commissions récurrentes. La rémunération, l'apport d'affaires, entre guillemets, dans le même groupe, la rémunération est parfois délicate. J'ai tendance à dire, lorsqu'un client embauche, j'envoie le collaborateur comptable envoie le client vers le pôle social pour faire des bulletins de salaire. Il n'est pas rémunéré, pas plus, pas moins. Donc, est-ce que j'ai des détections? Oui, peut-être par des primes. Donc, souvent, c'est des questions que l'on peut avoir. Et puis, au sein d'un même groupe, lorsque j'ai des associés experts comptables, il faut que tout le monde aille dans le même sens au niveau du conseil patrimonial, parce que si jamais j'ai un associé qui veut travailler avec un partenaire ou un copain et on a créé la structure, parfois, ben, effectivement, ça crée des déséquilibres dans l'organisation, dans le partage de valeurs. Donc, parfois, c'est compliqué. Et puis, une communication externe, euh, j'apporte du service complémentaire à mes clients. J'apporte ce service de conseil en gestion de patrimoine, même si aujourd'hui, on se rend compte que c'est une offre qui est intégrée dans le cabinet d'expertise comptable. Et dans certaines régions, ce n'est plus, je prends l'exemple sur trois, eh bien, c'est quasiment plus une offre différenciante, le conseil patrimonial. Parce que, ben, effectivement, beaucoup de cabinets l'ont intégré. Mais il faut que le client ait le réflexe de dire que mon expert comptable m'accompagne aussi pour le conseil patrimonial, m'accompagne sur le placement de trésorerie. Donc voilà, j'ai essayé d'être d'être un petit peu exhaustif. S'il y a une structure, s'il y a des questions complémentaires, je répondrai après. Je vais laisser la parole à, à Jean-Rodolphe qui va nous parler un petit peu de son expérience, puisque ça fait quelques années qu'il partage ces deux activités d'expertise comptable et de conseil patrimonial. Bonjour à tous, merci Frédéric. Effectivement, avec mon associé, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, en fait, on s'était dit que il fallait qu'on accompagne nos clients en gestion de patrimoine. Et donc, du coup, on a eu plusieurs expériences différentes. Au départ, effectivement, comme on n'était pas leur propre précurseur, parce que bon, il y a 10 ans, il y a déjà quelques-uns qui le faisaient, c'était pas on n'avait pas autant d'outils en fait pour pouvoir monter notre propre pôle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la première expérience qu'on a eue en fait, c'était on faisait partie d'un groupe d'expertise qui avait un pôle de GP, mais qui était très loin. Et on s'est vite aperçu que la proximité avec les clients posait problème, et d'autant plus qu'ils ne s'occupaient pas de tous les clients. Donc ça aussi, c'était un point important, c'était que le GP aujourd'hui s'occupait des gros clients à l'époque, et ça nous gênait un petit peu. Donc on a vite arrêté en fait, hein. On s'est rendu compte que c'était pas possible. Donc on s'est dit tiens, on va s'associer avec un GP effectivement dans une nouvelle structure. Alors là, la proximité, on l'avait, c'était très bien, tout se passait très bien, mais comme l'a dit Frédéric, en fait, on a perdu un peu la main par rapport à ce GP, et au bout de quelques années, on a dû se séparer.
Et comme on était dans l'impossibilité en fait de garder nos clients parce qu'on n'avait pas les compétences en interne, bah, en fait, on a perdu notre portefeuille de GP. Et on a eu quelques clients, pas mécontents, mais ils comprenaient pas trop en fait pourquoi on travaillait plus ensemble. Enfin bon, ça a posé des questions. Donc c'était nos 2 premières expériences un peu dans ce domaine. Puis par la suite, donc on a rencontré 2 sociétés, enfin plusieurs personnes, donc Frédéric et Spira, par rapport à la formation. Donc où on a décidé, nous, de nous former en fait en interne. Donc moi, j'ai pris un peu le, le, le lead par rapport à ça. Et on a rencontré une autre structure en fait qui s'appelle Maraca aujourd'hui, qui aide les cabinets d'expertise comptable à créer leur propre pôle de GP. Donc ça nous a vraiment facilité les choses parce que il nous aide sur la sécurisation en fait de tout ce qui est réglementaire, le benchmark des produits et les actions à mener, les accompagnements en fait par rapport à nos clients quoi, en GP. Donc ça, c'était vraiment ce qui nous a permis de nous relancer en fait dans la GP. Et comme l'a dit Frédéric, effectivement, la chose un peu importante, je pense, c'est une embauche. Au départ, pareil, on l'a fait pendant 6 mois, 6 à 10 mois, j'étais tout seul. Je me suis rendu compte en fait qu'on avait les compétences, on avait plein de choses à faire et je pouvais pas tout mener en fait. Donc on a vite embauché une personne. Puis là, on est déjà à la deuxième embauche. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler de la rémunération, ça peut être un peu perturbant aujourd'hui, les rétrocessions de commission, mais aujourd'hui, ça rémunère un vrai travail. Nos clients, ils le comprennent, hein, parce que c'est vrai que parfois, on peut se dire, tiens, il touche des coms, pourquoi il me propose ça plutôt qu'autre chose, mais en réalité, derrière, il y a un vrai travail de gestion et c'est pour ça qu'on est rémunéré en réalité, hein, pour la suivi du client. Et on a surtout, et puis là, ces derniers temps, on voit un peu le deuxième effet qui se coule un peu, ça nous apporte des nouveaux clients en expertise grâce à cette compétence en GP. Des clients qui viennent nous voir d'abord pour ça, et ensuite on arrive à leur vendre effectivement notre mission en expertise comptable également, quoi. Donc pour nous aujourd'hui, ça a été vraiment bénéfique d'avoir pris un peu pris ce virage assez tôt. Et nos clients aujourd'hui sont assez satisfaits de tous ces éléments-là. Et on voit surtout aussi que dans chaque dossier, comme a dit Frédéric en début de webinaire, 100% de nos clients en fait en ont besoin en fait. Et si on le fait pas aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Voilà, voilà. Alors, Sur la c'était formation, rapide. Et sur la formation, alors sur la qu'est-ce que tu as, formation, du coup, tu as passé quoi en GP? en fait, j'ai passé donc la formation Force Patrimoine, le certificat expertise, expert comptable patrimonial. Donc, c'était une formation. Alors, on avait déjà on connaît tous quelques éléments, mais bon, effectivement, on n'a que les petites prémices. Et grâce à la formation, ça m'a vraiment permis aujourd'hui d'avoir une vraie compétence en fait à ce niveau-là. Du coup, j'ai aussi embauché donc une Master 2 hein, en GP, voilà, qui a cette compétence, la CGA, comme l'a dit Frédéric. Voilà. Et cette formation qui est ce qui était super, c'était qu'elle était en distanciel et qui était étalée quand même sur, c'était de novembre à janvier, c'est ça, Frédéric, hein? C'est ça, ce qu'on renouvelle cette année, effectivement. Ce qu'on On va en renouvelle cette parler année. juste après, mais effectivement, elle est 100% distancielle. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que ça m'a permis de m'organiser sur 3 mois. On a les dates en avance. C'est assez simple, en fait, l'organisation, et c'est vraiment bien. Et est-ce que tu as préparé ta VAE pour le master? Et j'ai préparé ma VAE pour le master, effectivement, que je vais passer incessamment sous peu. Tout ça pour aller chercher effectivement la CGA. La CGA, c'est ça, exactement. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, quand on embauche quelqu'un, on est toujours tributaire de la personne. Donc, à un moment donné, il vaut mieux avoir toutes les habilitations pour être tranquille, quoi.
voilà. Alors, le profil, donc, quel profil de la personne que tu as embauchée? Donc, tu as répondu, Master 2, c'est Ouais, ça. c'est Et ça. la deuxième personne, même niveau? Alors non, aujourd'hui, on a pris une apprentie, en fait, donc en master aussi, en master 2. Donc voilà, qui aide, en fait, surtout sur tout ce qui est un peu back-office et qu'on commence à former, en fait, pour la suite, hein. Voilà. Et je pense que le prochain profil qu'on va embaucher, ça va être effectivement un BTS en, en assurance pour tout ce qui est prévoyance et pour notre pôle de santé, notre pôle de salariés, pardon, notre pôle social. Ok, autre C'est question. les objectifs. Ouais, pardon. Autre question. Donc là, comme toi, tu passes avec la structure Maca, donc il y avait une question qui est propriétaire des clients, euh, au regard donc des assureurs notamment, et voilà, et comment ça Donc, fonctionne. ouais. Donc aujourd'hui, nous, on reste propriétaire des clients. Avec la structure Maca, il y a juste une répartition, en fait, effectivement, des rétrocommissions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Maracas, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est une communauté, un réseau où on est de plus en plus d'experts comptables et la force du réseau fait que on a également des surcommissions. Donc, en fait, cette commission versée à Maracas, quelque part, on la récupère assez rapidement. Donc, et on n'est pas seul. En fait, aujourd'hui, nous, on se voyait pas. C'est pas notre métier, en fait, en tant qu'expert comptable, de benchmarker en fait les produits. Aujourd'hui, chez Maca, ils ont des experts. Ils savent identifier les bons des mauvais. Et nous, ça nous permet quelque part de ne pas avoir en fait un GP en interne tout seul dans son coin qui va faire, je sais pas, qui va prendre tel ou tel produit pour telle ou telle raison. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une structure qui est aujourd'hui, alors je ne sais pas combien de clients, enfin combien de cabinets ils accompagnent, mais ils doivent accompagner une centaine de cabinets. En fait, ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi et ils ont surtout l'expérience pour le faire correctement. Donc, nous, ça nous rassure que les produits ne soient pas choisis par une seule personne dans sa grotte. Voilà, quoi. Ça, c'est vraiment important. Ça nous Ok. sécurise tout processus en fait du réglementaire jusqu'à la fin en fait. Comme disait Frédéric, on ne peut pas laisser le client aujourd'hui quand on lui fait un bilan patrimonial au milieu du gué, quoi. Il faut absolument qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Et c'est cette valeur rajoutée qu'il apprécie en fait, qu'on est allé du début à la fin en fait. Je crois qu'il y a eu une statistique qui était sortie il n'y a pas longtemps sur un cabinet qui a proposé des bilans patrimoniaux à tous ses clients et qui les a laissés un peu, sans accompagnement à la suite. Il y a eu un sondage qui a été fait et je crois qu'il y avait 70% des clients qui étaient mécontents parce qu'en fait, ils n'étaient pas allés au bout en fait. Donc ça partait d'une bonne intention et au final, ça s'est retourné contre eux. Donc c'est un peu dommage quand même. Voilà, Ok. voilà. Merci Jean-Rodolphe. Bah, Je t'en je prie. vais répondre à quelques questions complémentaires. Donc, le master de conseil en gestion de patrimoine, master 2 gestion de patrimoine, oui, délivre la CJA, le volet de la fac de droit. L'OREP, donc ce sera oui sur certaines années. Euh, il y a eu, voilà, parce que vous avez passé le diplôme, pour ceux qui ont l'OREP, à valider chez eux, je maîtrise moins, mais à valider chez eux, effectivement, lorsque vous avez passé le diplôme au niveau d'une fac, ben, vous avez l'équivalence pour avoir la CJA. Certains, effectivement, pourraient être tentés d'avoir structuré le conseil patrimonial dans une structure ad hoc et vouloir faire le droit dans le cabinet d'expertise comptable. C'est possible. Par contre, parfois, ça peut perturber le client de ce côté-là. Le distinguo avec un family office, Family Office, en fait, c'est un CGP, hein. Il a les mêmes cartes, les mêmes habilitations que le conseiller en gestion de patrimoine. Par contre, il va travailler une famille à partir, voilà. Donc souvent, les Family Office commencent à travailler des familles
qui ont un patrimoine de 150, 200 millions de valorisation. Mais je connais certains family office, ils travaillent parfois sur 2, 3 familles maximum. Donc là, le conseiller en gestion de patrimoine va avoir beaucoup plus de clients, hein. Un cabinet de CGP, on va dire traditionnel, ça peut aller jusqu'à 1000, 1500 contrats. Et le taux d'équipement dans un cabinet d'expertise comptable, pardon, dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine traditionnel, le taux d'équipement d'un CGP traditionnel, c'est à peu près 3 dossiers par client. Lorsque je suis filiale, alors quand je dis filiale, c'est structure dédiée au cabinet d'expertise comptable, je vais avoir plus du double. Je vais avoir en moyenne 7 à 8 euh, contrats. Alors pour moi, ou produits ou solutions patrimoniales, pour moi, un mandat de protection future, c'est un contrat, c'est un produit patrimonial. Donc une filiale de cabinet d'expertise comptable, on a 2 fois plus, 2 fois et demi plus de solutions patrimoniales proposées aux clients. Donc, on a un taux d'équipement beaucoup plus important à ce niveau-là. Les tailles de CGP, ben oui, aujourd'hui, il y a eu une forte concentration, hein. Donc, du coup, vous avez des grands groupes de conseillers en gestion de patrimoine qui gèrent plusieurs milliards sous gestion. Et puis, vous avez des CGP qui sont des artisans, des CGP qui font 200 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc vraiment le grand écart aujourd'hui de ce côté-là. Master 2 en droit fiscal, eh ben oui, vous avez la CGA, vous avez un master de droit, donc j'ai à la CGA. La CGA, c'est pas un diplôme, hein. La CGA, c'est une compétence. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Donc, il faut bien valider avec vos. Donc, si vous avez un diplôme licence en droit, vous l'avez, hein, donc cette compétence. Donc, un master 2 de droit fiscal, de droit social, droit civil. Enfin voilà. Donc, vous avez la CGA. Peut-être qu'il faudra aller se former sur certains produits patrimoniaux, comme le précisait Jean-Rodolphe. Pas de souci. Pour un expert comptable, les commissaires aux comptes, il y a l'obligation d'avoir un partenaire ou un salarié à la structure CGP-SIF pour signer, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, oui, c'est si je ne veux faire que du conseil. Si j'ai ma double casquette, hein, expert comptable, commissaire aux comptes, je crée une structure dédiée de conseil en gestion de patrimoine et au sein de cette structure, je ne fais que du conseil. Là, je n'ai pas besoin de salarié. Là, je peux le faire puisque le conseil est une activité civile dans une société commerciale, certes, mais c'est une activité civile. Donc, si je m'arrête au conseil, sauf que, comme on le précisait, s'arrêter au conseil, et comme précisait Jean-Rodolphe sur un cabinet qui a fait un sondage auprès de ses clients, eh bien, les clients risquent d'être insatisfaits parce que je ne vais pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que je ne les accompagne pas et surtout, je n'ai pas un rendez-vous annuel sur les allocations d'actifs, sur les solutions patrimoniales. Euh, donc, j'ai un risque commercial de ce côté-là. Donc, si je veux faire une activité commerciale, eh bien, moi, avec ma casquette commissaire aux comptes de par ailleurs, je ne vais pas pouvoir m'impliquer dans cette activité commerciale. Donc, attention, voilà, il faudra effectivement avoir quelqu'un d'autonome sur cette partie-là. Euh, et puis, je vais juste terminer donc du coup ce webinaire aujourd'hui. On pourra échanger par l'avenir également, hein, sur la présentation donc, de notre certificat expert comptable patrimonial. Nous en sommes à la 5e, 6e promo si on tient compte de promo interne. On a formé plusieurs centaines d'experts comptables sur ce certificat et effectivement, l'objectif, c'est que vous maîtrisiez le conseil patrimonial de A à Z sans devenir demain forcément l'ingénieur patrimonial. Mais vous avez quand même 15 jours de formation, vous avez 120 heures de formation. Donc, ce n'est pas juste survolé. En 120 heures, on a le temps de travailler. On a le temps de travailler sur des cas. Ce qui est l'objectif de certificat, c'est d'être plutôt pratico-pratique, puisque certains ont des diplômes universitaires ou DU et sont venus chercher
les connaissances au sein du certificat pour cette mise en pratique. Donc, l'objectif du certificat que j'ai construit, c'est vraiment que vous donnez des clés pour dialoguer avec le client, et puis dialoguer avec votre CGP si vous embauchez un CGP ou si vous associez avec un CGP. C'est maîtriser les premiers conseils, maîtriser des stratégies que vous avez peut-être l'habitude également d'avoir. C'est d'avoir cette vision 360. Lorsque je parle de transmission d'entreprise, souvent on parle de vague du trait, on parle de cession. Par contre, la vision globale, 360 d'une transmission avec la partie civile, avec la partie assurantielle, avec la partie mandat de protection future, mandat à titre posthume pour sécuriser votre transmission, ben, effectivement, on va l'apporter. Donc, du coup, on valide un petit peu, même plus qu'un petit peu, on a 15 jours, donc on valide tous les thèmes du conseil patrimonial, des stratégies d'investissement, l'assurance vie bien évidemment. Et puis le dernier jour est consacré à un bilan patrimonial. Alors c'est une journée, donc on n'aura pas le temps de voir tous les cas qui peuvent se présenter dans le cabinet, mais on a travaillé quelques cas pour monter en puissance sur le bilan patrimonial. Et puis j'ai vu des questions. Alors, j'avais une question. Est-ce que la structure de conseil patrimonial doit être dédiée, pardon, doit être une filiale du cabinet d'expertise comptable? Dissociation totale titres et finances. Donc, pour ce qui concerne le conseil patrimonial, pour ce qui concerne l'inscription à l'ORIAS, peu importe, tant que j'ai une personne physique qui est dirigeante. Sauf si je veux faire que de l'assurance, ça pourrait être, mais le cabinet d'expertise comptable ne peut pas être dirigeant d'une société commerciale. Enfin, ça va être compliqué. Donc, point de vue ordinal. Donc, du coup, il faut que ce soit une personne physique qui soit dirigeante. La finance, bah, la finance, ça peut être votre holding qui est inscrite à l'ordre. Vous n'inscrirez pas, bien évidemment, le cabinet de CGP à l'ordre, mais ça peut être une société sœur. Moi, aujourd'hui, avec mon associé, ça fait 25 ans qu'on est associé, mais on a un cabinet d'expertise comptable d'un côté, et puis on a un cabinet de conseil en gestion de patrimoine de l'autre. La seule chose, c'est qu'il faut bien mettre à jour les lettres de mission pour que vos clients autorisent le dialogue entre le cabinet d'expertise comptable et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, et puis inversement, hein, les lettres de mission que vous avez dans le cabinet de conseil en gestion de patrimoine va vous autoriser à dialoguer avec le cabinet d'expertise comptable. Nous, on retrouve effectivement, c'est une société sœur, hein, puisqu'on est 50-50 dans les deux cas avec mon associé. Un collaborateur GP salarié du cabinet peut-il utiliser son CPF pour la formation? La réponse, vous aurez plus de réponses avec Magali, mais la réponse non, cette formation, hélas, n'est pas référencée au CPF. Et puis, est-ce que vous pouvez payer en plusieurs fois? Là, tout ça, Magali vous répondra dans le détail de ce côté-là. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Ben, je crois Il y avait que une j'ai... question par rapport à Maca, je crois. Ah, j'ai pas vu. Mais on y a répondu effectivement, oui, par rapport Oui, ton fonctionnement, voilà, la propriété de la clientèle. la Oui, propriété de la clientèle, donc ça c'était bon. voilà, ça, Et c'est quelque chose. ouais, Après, le budget, après, il faudra voir avec Maëka, avec eux effectivement, avec moi. directement, oui. Mm. C'est ça. La carte T, j'ai pas vu Alors, si j'ai une activité de GP dans une filiale, l'exploitation de la carte T est-elle possible si le président de la GP est également expert comptable? La réponse est oui. Oui, dans une structure dédiée, je peux être agent d'affaires. Parce que je suis expert comptable dans le cabinet d'expertise comptable, là, je ne peux pas être agent d'affaires. Par contre, je crée une structure dédiée, là, je suis expert comptable diplômé, hein. Je suis un diplômé d'expertise comptable. Donc là, je peux être agent d'affaires dans cette société commerciale dédiée. Et donc, je peux faire de la transaction de fonds de commerce. Alors, il y a l'immobilier, certes, pas sûr que les investissements immobiliers aujourd'hui soient
un investissement hyper pertinent, mais ça, c'est un autre débat concernant l'allocation d'actifs. Par contre, oui, bien sûr, je peux accompagner des clients cédants, des clients acquéreurs au niveau avec ma carte transaction immobilière et fonds de commerce. Donc là, j'ai pas de souci, j'ai pas d'incompatibilité. J'ai une incompatibilité dans le cabinet d'expertise comptable. Par contre, dans le cabinet d'expertise comptable, je peux aussi accompagner des clients cédants ou des clients acquéreurs sur des stratégies économiques. Pas d'intermédiation, c'est-à-dire que je ne peux pas facturer une intermédiation, une mise en relation. Par contre, je peux accompagner l'un ou l'autre, hein, des cessionnaires ou des cédants. Et je peux mettre en place également en termes de facturation dans le cabinet d'expertise comptable des honoraires de base et des success fees. Donc, n'oubliez pas que sur le conseil patrimonial, dans le cabinet d'expertise comptable, je peux mettre en place le success fees. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour le développement de votre chiffre d'affaires. Bien évidemment, dans une structure commerciale de conseil en gestion de patrimoine, success fees, je n'ai pas de problème, hein. Je suis en société commerciale. Si vous pouvez avoir un socle honoraire plus success sans aucun souci. Si une personne souhaite ouvrir un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec un master de gestion de patrimoine spécialisé en finance et non en droit, si vous avez le master 2 de gestion de patrimoine, il relève de la fac de droit. Sauf si c'est un master finance. Et donc, dans ce cas-là, si c'est un master finance, il faudra bien vérifier auprès de votre fac si elle délivre. J'ai bien peur que non, puisque vous relevez de la fac économique et non de la fac de droit. Donc, mais si c'est un master de gestion de patrimoine, voilà, normalement, vous avez la CJA. Donc, mais bien vérifier auprès de votre université. Alors, j'ai mal compris ou pas, est-ce qu'un expert comptable peut se faire payer par un cabinet de CGP en tant qu'apporteur d'affaires? Dans le cabinet d'expertise comptable, la réponse est non, absolument pas. Euh, J'achète une sous-traitance et je la refacture à mon client. C'est pas l'inverse. Je peux pas être sous-traitant d'un CGP et si je suis sous-traitant d'un CGP, je vais faire vraiment beaucoup de travail. Le cas typique, c'est lorsque je suis en train de faire un bilan patrimonial dans le cabinet d'expertise comptable et qu'il y a beaucoup d'actifs immobiliers. Eh bien, je vais aller chercher un expert immobilier, je vais lui acheter sa prestation d'expertise immobilière parce que je suis expert comptable, je ne suis pas expert immobilier, je ne maîtrise pas. Et donc, je vais acheter cette prestation d'expertise immobilière et je vais la revendre à mon client. Le fait de facturer l'expert comptable doit facturer à son client. Ordonnance de 45, code de déonto, je facture des honoraires à mon client. Je ne facture pas des honoraires de travail à un tiers. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une structure dédiée. Je vous conseille d'avoir uniquement des structures dédiées parce que ça va être bloquant. Et il ne faudrait pas que demain, vous soyez assimilé à un exercice illégal ou à un défaut lié à un apport d'affaires. Donc attention de ce côté-là. L'apport d'affaires est interdit en tant que c'est de l'agent d'affaires. Et l'agent d'affaires est interdit en tant qu'expert comptable dans le cabinet d'expertise comptable. Donc créer une structure dédiée, ça n'a pas de contrainte. La structure de conseil en gestion de patrimoine, avec vos diplômes d'expertise comptable, vous avez les habilitations, vous avez l'IAS, vous avez le CIF, vous avez les cartes immobilières, vous avez l'IOBSP. Pour le CIF, il faudra juste aller chercher une certif AMF. Vous n'avez pas la CGA, si vous ne faites pas de conseil en droit, vous n'en avez pas besoin. Donc, n'hésitez pas à créer une structure dédiée. Tout ce qui concerne la question de marquage, je vous laisserai, vous trouverez leurs coordonnées sur Internet, il n'y a pas de problème, où on pourra vous les communiquer, donc ça, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Est-ce que je peux sous-traiter à un CIF indépendant d'émission et conserver la propriété de la clientèle dans ma structure de conseil en gestion de patrimoine? La réponse est oui, il faudra faire une convention, hein, bien évidemment,
de distribution ou d'analyse. Donc, ça s'appelle des conventions de co-courtage. Des conventions de co-CIF, ça n'existe pas, donc il faut voir. Mais lorsque vous êtes conseiller en gestion de patrimoine dans une structure dédiée, vous adhérez à une association agréée, à l'AMF et à la CPR, et elles vous donnent des modèles de travail. Donc, du coup, elles aussi, elles peuvent vous accompagner. J'ai un master, je ne vais pas pouvoir vous répondre à tous les masters, je ne maîtrise pas toutes les facs, donc du coup, je vous renvoie vraiment vers vers vos universités pour savoir si vous avez la CJA ou pas. Euh, L'embauche d'un master 2. Alors, l'embauche rapide, euh, oui, en 6 mois, une fois que vous avez structuré votre structure, moi j'ai tendance à dire un BFR de 6 mois, parce que de toute façon, les sociétés de gestion, elles vous rémunèrent que à enfin, le mois qui suit le troisième mois ou le deuxième mois qui suit le troisième mois, donc c'est-à-dire le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre. Donc oui, il y a besoin d'un BFR de 6 mois, mais au-delà, si vous avez un certain nombre de clients, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, Alors, est-ce que l'expert comptable peut se faire rémunérer par la CGP de l'apport d'affaires? La réponse est non. Donc ça, la réponse est non. Euh, Est-ce que la fidélisation alors, Jean-Rodolphe peut répondre aussi. Est-ce que le développement des missions de GP a permis de fidéliser vos collaborateurs et fidéliser également alors c'était, oui, pardon, les collaborateurs. Les clients, oui, ça c'est certain. Les Oui. collaborateurs, Ouais, les collaborateurs aussi, parce que on a remarqué qu'effectivement, ça les sortait un peu aussi de leur mission habituelle et ça les mettait un peu plus en valeur et ils montaient en compétences également. Enfin, ceux qui sont toujours, il y a toujours plusieurs types de collaborateurs, mais effectivement, ceux qui voulaient vraiment, qui étaient intéressés, ça les a vraiment fidélisés de par la montée en compétences. Et on en a même deux, trois, par contre, qui ont voulu, qui là nous demandent s'ils peuvent basculer sur le pôle gestion de patrimoine maintenant. Donc, c'est vraiment pas mal. merci. Euh, Comment facturer le client? Bah après, effectivement, la question est large, donc du coup, ça va être compliqué de répondre. Est-ce que sur une mission de conseil patrimonial, je facture une partie concernant l'entreprise pour récupérer la TVA ou une partie privée? Bon, et une partie privée. Oui, si ça concerne l'entreprise, il y a une partie qui peut être facturée à l'entreprise. Si ça ne concerne pas du tout l'entreprise et que c'est que une stratégie patrimoniale personnelle, bah ouais, ça sera le client. Est-ce que je peux également, là, je rebondis sur la facturation. Euh, donc là, la question a été reposée cette année. La réponse, on l'a à nouveau sur des bilans patrimoniaux avec stratégie juridique, analyse juridique et stratégie juridique. On ne peut pas le faire dans une structure de service à la personne. Si c'est un bilan, par exemple, calcul retraite, vérifiez que vous avez vos trimestres, point barre, pas du tout de conseil d'allocation d'actifs, pas de conseil en vue de souscrire un périn ou de faire de l'immobilier, etc. Si c'est que du calcul retraite, la réponse est oui, vous pourriez le faire dans le dans une structure, pardon, de service à la personne. Sinon, dès que j'ai des missions de conseil, je dois relever du code monétaire et financier, je dois relever du code des assurances, et là, pas possible de le faire dans une structure de service à la personne. Voilà, pour compléter. Donc, de ce côté-là, est-ce que, j'ai une double casquette expert comptable, commissaire aux comptes, est-ce que je peux être président? Aujourd'hui, bien évidemment, à valider par la compagnie, mais ce que l'on a constaté, c'est que il n'y a pas eu d'incompatibilité pour que la personne soit présidente mon commissaire aux comptes soit président de la structure. On est sur une SAS. Par contre, il a un engagement dans la structure de n'être que dirigeant administratif. Mon commissaire aux comptes ne peut pas s'impliquer dans l'activité commerciale. Voilà. Pas d'intermédiation,
pas de gestion, par contre, d'autres tueries. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que j'embauche, peut-être même mettre quelqu'un. Alors, le cas que nous avons eu, et qui a été contrôlé par le H2A, eh bien, il y avait le président, effectivement, avait la casquette de commissaire aux comptes, et il y avait un DG qui n'avait pas la casquette de commissaire aux comptes, et c'était notre DG qui supervisait toute l'activité conseil en gestion de patrimoine. Donc, lorsqu'on est plusieurs, oui, moi j'ai tendance à mettre au moins un associé qui ne sera pas commissaire aux comptes, mais c'est pas bloquant à 200%, mais il faudra voir l'évolution des textes aussi à venir sur l'activité de conseil, de commissaire aux comptes. Donc là, c'est vraiment au cas par cas où c'est analysé. Et pareil, c'est analysé en fonction, là, au niveau de la compagnie, du contrôle compagnie entre titres et finances. Donc, une analyse un peu plus poussée. Donc, je réponds, mais de façon un peu généraliste. Donc, je crois que j'ai répondu un petit peu à toutes vos questions. Merci de nous avoir suivis ce matin aussi nombreux. Euh, Nous vous ferons passer un petit quiz et puis une documentation complémentaire, hein, si vous avez, on a essayé de penser aux 10 points essentiels pour la création d'une structure. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Et vous avez nos contacts pour aller plus loin sur la formation, certificat conseil patrimonial, sur d'autres formations que l'on anime tout au cours de l'année, en interne ou en externe. Et puis, sur l'organisation de votre structure, n'hésitez pas. Merci à toutes, merci à tous, à très bientôt. Au revoir.